Salut à tous, épisode 10 avec Gazprom. Nous sommes donc à la fin de la saison 2022, c'est la deuxième saison en carrière, sachant que la première je l'avais avancée relativement rapidement, mis à part le mercato du mois d'août. On va terminer la saison ici, et cette fin de saison démarre avec la classique de Bretagne, que j'ai joué évidemment pendant la Vuelta que je vous ai proposé à l'épisode précédent. Mais j'ai voulu, garder un petit peu cette course et puis également un petit aperçu du Tour du Benelux de côté pour attendre de vous proposer en un seul bloc tout le reste de la saison d'après Vuelta. Donc c'est parti pour ce bloc, la classique de Bretagne avec un très joli plateau. Mathieu Van Der Poel, on l'a aperçu, Thomas Pidcock, ou encore le champion d'Europe 2021 dans la partie Julien Alaphilippe, et le néo-spécialiste des classiques, j'ai nommé Egan Bernal. Là, pour la petite blague, il faut faire référence à l'épisode précédent, où on avait vu quelques petites choses assez rigolotes. Donc, quoi qu'il en soit, la course est assez intéressante. Elle est plutôt nerveuse. Dès l'approche comme ça des 40 derniers kilomètres, on a une échappée qui ne pourra pas résister au retour du peloton. En revanche, dès lors que Ineos Grenadier aura fini son travail, pour Bernal ou alors pour Pidcock, c'est à voir, mais je suis assez surpris de la manière dont ça se passe. On a pas mal de coureurs qui honnêtement aurait dû être sur la Vuelta, je trouve. Donc, je vais pas juger, je dirais, les IA rosters, comme on dit, les start list en gros, sur cette course-là, parce que la saison était déjà engagée. Mais dès la prochaine saison, je peux vous dire que je vais regarder de près les listes. Allez, c'est parti. Emballage final, les derniers kilomètres. C'est parti avec une très très jolie offensive là de deux coureurs qui sont sortis. Il y avait un AG2R Citroën et un Ineos Grenadier. On va essayer de répliquer. Les mecs se relèvent. On essaye de lancer un petit peu avec Moscon pour Lutsenko, qui ne pourra rien faire face à la vitesse de Mathieu Van Der Poel. Egan Bernal, mine de rien, vient comme ça prendre la deuxième place. Julien Alaphilippe, troisième. Hirschi. Et puis Lutsenko vient comme ça tout de même piquer une petite place dans le top 5. Mais que ce fut difficile ici pour Lutsenko d'essayer de jouer un rôle. Pour Moscon aussi d'ailleurs, on n'était pas invités sur cette classique-là. Il n'y avait pas du tout de place pour nous. Et il est joli, le top 5, il est juste magnifique. Voilà, victoire donc pour Van Der Poel. Mon petit doigt me dit qu'on va peut-être reparler de Van Der Poel avant la fin de cet épisode. Et puis je me suis permis aussi là, à ce stade, je continuais, vous voyez, c'était encore pendant la toute fin de la Vuelta, je me suis permis de continuer à regarder si tout de même je n'irais pas chercher par hasard un 21e coureur pour essayer d'épauler un petit peu mieux Moscon sur les Flandriennes de l'année qui suivrait. Donc, l'élu est un Polonais, on reste dans le thème slave au sens large. Klimek, Thomas Klimek, joli gabarit, 19 ans, un avenir prometteur sur les pavés, et on va comme ça lui donner quelques milliers d'euros sur un contrat de 3 ans. Donc là, j'avais envie de prendre ce mec-là. J'avais vraiment envie parce que il me paraissait important d'aller ajouter peut-être un coureur de plus. Je vous dis, dans l'optique des classiques, à voir un petit peu aussi comment il peut se développer. Ça peut aussi devenir un rôle toujours, ce type de coureur-là. Et donc, on se retrouve avec... là, maintenant, j'arrête. J'arrête. Voici l'effectif pour 2023. Moscon, Lutsenko, Attila Valter seront les têtes d'affiche. Le Tchèque Simon Pešek sera, lui, le sprinter attitré. Puis après, on va avoir un certain nombre de coureurs que
que j'ai hâte de voir se développer, que ce soit mon petit Serbe, que ce soit Tiberi, le rouleur italien, etc., etc., voir le développement de Biryukov, voir tout un tas de petites choses. En tout cas, j'aime bien ce projet à ce stade-là. Sur le tour du Benelux, bah écoutez, je suis allé jouer les étapes en fait, mais je vais vous en montrer un aperçu relativement bref. Donc déjà, sur l'étape 1, le plateau est toujours joli sur ces courses-là. Sur l'étape 1, c'est Mats Pedersen qui vient comme ça très joliment s'imposer au sprint. Un sprint plutôt maîtrisé par le coureur de la Trek Segafredo. Donc voilà, très très bien pour Pedersen. J'ai tenté de sprinter parce que je sais qu'on a tout de même une possibilité avec Lutsenko ou avec Moscon, peut-être, vu la nature de l'étape 7 qui comporte des secteurs pavés difficiles, avec notamment les enchaînements qu'on connaît sur Omloop, en fait. On en reparlera. Je pensais qu'il y avait peut-être quelque chose à jouer au général, c'est pour ça que j'ai quand même été sprinté de temps en temps pour peut-être essayer de glaner quelques bonifications, en fait. S'en est suivi à l'étape 2 un contre-la-montre. On ne peut pas dire qu'on soit réellement aidé par les formes du jour. Jusque-là, vous avez vu sur Plouet. Là, on en a également un aperçu sur ce tour du Benelux. Lutsenko, ça va, mais Moscon n'est quand même pas très très heureux sur cette période-là. Lutsenko ne fait pas un mauvais temps. Vous voyez, 8e au moment où il franchit la ligne. Tim Wellens qui gagne peut-être ce contre-la-montre, en attendant de voir un petit peu ce que font les uns et les autres. Lutsenko va-t-il rester 8e? Ouais, ben non. 9e, bon, ça change pas grand-chose. Tim Wellens, on pourra noter également les bonnes perfs de Nils Politt ou de Stefan Kung, voire Kasper Asgreen. Des jolis spécialistes dans l'optique, toujours une fois, d'une éventuelle bataille sur les pavés en fin de tour du Benelux. Donc, après cela, très naturellement, encore du sprint. Donc là, sur le sprint, nous, on n'a pas non plus un mot à dire exceptionnel. Je fais sprinter, mais sans vraiment beaucoup d'espoir. C'est un doublé pour Alpecin Phoenix sur cette étape-là. C'est Van der Poel qui s'impose devant Tim Merlier. Et là encore, très logique. Pedersen une fois, Van der Poel le surlendemain. Jusque-là, pas grand-chose à dire. On n'est pas réellement en mesure de rivaliser. Il faut attendre que le terrain soit peut-être un petit peu plus favorable. Peut-être sur l'étape 4, qui sait, qui comporte peut-être un final un petit peu plus propice à des écarts, à une forme de nervosité dans la course. En fait, pas vraiment, pour être très honnête. Et en fait, même si c'est un groupe de 50 coureurs qui va arriver comme ça pour la victoire d'étape, cette fois-ci encore, c'est au sprint que ça se jouera. Le parcours n'était pas assez sélectif, donc c'est tout à fait logique. Et cette fois-ci, c'est Dylan Groenewegen qui, comme ça, vient s'imposer au nez à la barbe de ses concurrents, dont Pedersen, Chimolai, Ballerini, etc., etc. Donc, classement relativement stabilisé, classement général, au moment d'aborder une épreuve rigolote, le contre-la-montre, mais cette fois-ci par équipe. Donc ça, c'est toujours intéressant. Il y en a très peu. Je vous en ai proposé très peu depuis la sortie du nouveau jeu, depuis donc ce PCM dans sa version que nous connaissons depuis 3 mois. Et donc, toujours un exercice intéressant. On est obligé un petit peu de s'adapter à la nouvelle manière de traiter le contre-la-montre qui est proposé comme ça sur ce nouvel opus, en tout cas cet opus récent, 21. Et moi j'ai essayé de trouver une forme d'équilibre pour essayer, vous voyez, de faire rallonger les temps de relais aux coureurs qui me paraissent être nos meilleures chances ou nos moins mauvaises chances, et puis aussi commencer à faire sauter des relais
ou faire prendre des relais très très courts à ceux qui en revanche avaient la possibilité de nous ralentir en fait. S'ils participaient un petit peu trop, on s'est délesté à un moment donné sur ce parcours qui fait près d'une vingtaine de kilomètres, on s'est délesté de ceux qui a priori étaient les deux moins bons rouleurs. Je voulais me garder en fait la possibilité de perdre encore un homme au pire, parce qu'il faut terminer à 5 minimum, en tout cas on prend le temps du 5e. Et la bonne surprise du jour, c'est qu'on a battu tout un tas d'équipes qui sont plus fortes que nous quand même, en tout cas dans les attendus. Hein. Il n'y a que Ineos Grenadier qui va nous battre sur ce coup-là, avec donc une belle satisfaction. Contre la montre par équipe, faire 2e, je suis très content. Même si on était annoncé parmi les favoris, mais ça je vous avoue j'ai pas tellement compris pourquoi. Et bon, ça permet de se repositionner pour Alexei Lutsenko et pour Gianni Moscon bien sûr. Gianni Moscon pour lequel on a un petit rêve à l'étape 7 a priori. Donc que vous dire sinon que l'étape 6, celle qui suit, va être encore une fois gagné au sprint. Voilà, c'est encore Van Der Poel qui va s'imposer ici devant Philipsen et Groenewegen. J'ai sprinté avec Moscon, mais ça n'a pas rapporté quoi que ce soit. Moscon avec son maillot de champion d'Italie, c'est à ça qu'on peut le reconnaître sur cette année 2022 avec Gazprom. Stabilisation encore une fois des choses. Pedersen demeure le grand favori pour la victoire finale à ce stade-là. S'il tient le coup sur cette étape 7, et a priori il en a les moyens, il doit éventuellement s'adjuger ce Tour du Benelux. Et donc c'est ce qu'on va regarder. La course a été assez sélective. Vous voyez, je démarre le petit résumé à une grosse dizaine de kilomètres de l'arrivée, avec un groupe qui est relativement restreint. On a pas mal d'offensives des uns et des autres. On aperçoit notamment Swift, mais surtout Wellens ou Nils Politt pour ce qui est des gens qui se montrent assez offensifs. Et puis, Moscon n'étant peut-être pas forcément le mieux placé, j'ai déjà tenté un petit truc avec lui à ce moment-là avant. Je me décide à jouer le coup peut-être plutôt pour Lutsenko, parce que les secteurs difficiles, pavés ou vallonnés, surtout vallonnés d'ailleurs sur ce variant, n'ont pas montré réellement de possibilité pour les uns ou les autres de faire une différence. Et on se retrouve dans ce final. Il faut pour Lutsenko terminer devant Wellens. Si on termine devant Wellens, on a peut-être moyen de lui piquer le général. Allez, c'est parti. On y va. Lutsenko qui sprint, qui va s'imposer peut-être. Regardez, petite arrivée en famille. Je dis en famille parce qu'en fait, c'est que des coureurs que j'aime bien en fait. Wellens, et évidemment, j'adore. Garcia Cortina qui s'impose. Lutsenko Moscon, on sait que c'est des chouchous. Et puis derrière, Politt, Groenewegen, Touzé, Swift, bref. Derrière, il y a eu un écart. Ce qui fait qu'en fait, la victoire, elle va se jouer entre les hommes de devant. Et en revanche, pour le général, vous l'avez peut-être compris si vous avez vite calculé et que vous aviez les écarts dans la tête. Mais il semblerait que la bonification acquise par Tim Wellens lui permette, regardez, de s'adjuger finalement ce classement général final du Tour du Benelux pour 1 seconde devant Alexei Lutsenko. En gros, il fallait terminer devant et Lutsenko était certain en fait de l'emporter. Ça n'est pas le cas. Ça sera donc que partie remise. Mais au niveau des points UCI, alors on se console comme on peut, vous me direz. Au niveau des points UCI, c'est quand même une bonne opération d'arriver encore à scorer des points pour essayer de conserver, je dirais, la première place du classement UCI pour Alexei Lutsenko. Et à suivre, nous avons Paris-Roubaix, Milano-Torino et le Tour de Lombardie. Enfin, ça, ce sera en fin d'épisode. Parce que auparavant, classique québécoise, que ce soit Québec ou Montréal. Et puis, on va aussi s'occuper des championnats du monde. Alors, je ne vous ai pas proposé en cette fin de saison de championnat d'Europe, mais vous l'avez très bien compris,
comme je joue avec le Kazakhstan, Lutsenko oblige. Je pense que l'année d'après, on essaiera de changer de pays pour lequel on jouera avec l'équipe nationale. Mais comme je joue avec le Kazakhstan en cette saison, forcément, Kazakhstan, ça faisait pas partie des possibilités pour le championnat d'Europe, tout simplement. J'ai évidemment utilisé le variant de Léon, parce que pour moi, il est hors de question de jouer sur autre chose que ce variant-là. La classique, le Grand Prix de Québec, ça s'appelle. C'est pas la classique de Québec. Le Grand Prix de Québec, pour moi, c'est associé à Léon. Et d'ailleurs, Montréal aussi. On est toujours avec cette équipe qu'on a vue sur le Tour du Benelux. De toute façon, vu la taille de mon effectif total, c'est-à-dire 15 coureurs avec Gazprom en cette saison 2022, il est évident que si j'ai 8 mecs sur la Vuelta, les 7 autres, on ne pourra pas changer. Ce sera tout le temps les 7 autres qui seront sur les autres courses. Et donc, comme mes 8 participants à la Vuelta ont terminé complètement sur les rotules, et ils étaient totalement épuisés, certains frisant même avec les 100 jours de course au total, et ça génère une fatigue, ça génère limite un petit peu d'inquiétude chez le coureur, ce qui se conçoit aisément d'ailleurs, c'est beaucoup trop, mais en même temps on n'avait pas trop le choix. Du coup, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'en fait, c'est cette équipe que je vais principalement vous proposer pour toutes les courses toutes les courses importantes de cette fin de saison. Biryukov est chargé de durcir ici la course avec Gogol dans la roue, puis Moscon, puis Lutsenko. À voir dans quel ordre on va jouer les choses sur la toute fin, mais l'arrivée du Grand Prix de Québec, elle me semble être tout de même plus propice à une accélération finale de Lutsenko bien lancée par les hommes que vous voyez, Biryukov, Gogol et surtout Moscon, alors que éventuellement du côté de Montréal, on pourrait peut-être plus tenter la carte Moscon. À voir. Toujours est-il qu'ici, à 4 km de l'arrivée, après avoir pas mal roulé, Biryukov va laisser Gogol prendre ici l'initiative. Gogol avec Moscon dans la roue. Et alors, cette arrivée, il y a du vent aussi. Il y a eu pas mal de souffrance à cause du vent sur cette course. Ce qui est intéressant, c'est que il faut lancer ici. Et derrière le virage, on basculera à droite. Hop, petit virage, et hop, léger virage à gauche, et c'est l'arrivée. Lutsenko s'impose, parfaitement, je dirais, mis sur orbite par Gianni Moscon et le reste de l'équipe qui a très 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 bien bossé. Je suis content au passage de battre Alaphilippe et Pidcock, qui sont excessivement forts dans cette carrière. En tout cas, les notes sont supérieures à celles de Lutsenko. Donc par là même, c'est une victoire que je prends bien volontiers. Très très bon travail d'équipe. Pogačar battu, Roglic battu, etc. On pourrait aussi mentionner Schachmann ou Fuglsang, même si le Danois a tendance à perdre des notes logiques avec l'âge. C'est tout à fait conforme à ce que nous connaissons de PCM. J'ai envie de dire hélas. 2 jours plus tard, Grand Prix de Montréal. Grand Prix de Montréal. Étant donné qu'on a gagné, ce n'est pas un objectif. Étant donné qu'on a gagné l'avant-veille avec Lutsenko, je me dis, peut-être on pourrait tenter le coup avec Moscon, et je vais être très très surpris de la start list. Autant Québec était vraiment très très forte, autant celle de Montréal est moins forte, avec quelques absents assez notoires. Alaphilippe par exemple. Vous avez comme ça tout un tas de coureurs qui étaient présents et qui ne le sont plus quelques 2 jours plus tard. Et je me suis demandé si c'était peut-être pas la proximité des championnats d'Europe qui faisait que le jeu avait souhaité peut-être mettre au repos. Je ne sais pas. C'est difficile à expliquer en fait. J'avoue que je suis encore rempli de questions par moments sur certains aspects du jeu. Alors c'est vrai qu'en tout premier lieu, les start lists de l'IA. Mais au-delà de ça,
rempli de questions parfois. J'ai du mal quand même à comprendre une certaine logique. Je me demande si on n'est pas même dans l'aléatoire le plus total à pas mal de moments. J'ai été obligé de me consommer rapidement sur ce Grand Prix de Montréal parce que l'échappée me faisait assez peur. Il y a du vent aussi, hein. Attention, il peut y avoir des bordures quand on est dans ces conditions-là. J'ai été donc obligé, je vous le disais, de me consommer très très rapidement. Vous voyez, il reste encore une 60aine de kilomètres. Et j'ai eu tellement peur de l'échapper à un moment donné que j'ai été obligé de faire rouler relativement massivement. Alors je vous dis, en raison de la présence de vent, ça a réduit énormément le groupe des favoris qui s'est vraiment étiolé au fur et à mesure. Et ici on est à même pas 30 coureurs dans le groupe des prétendants à la victoire. Et je tente un coup avec Lutsenko. Pourquoi ? Parce que Moscon est ma carte principale. Et donc, j'en ai marre de rouler. Hein, et j'ai envie de voir s'il n'y a pas d'autres équipes qui pourraient éventuellement rouler. Moscon buvant du petit lait pour essayer de se contenter de suivre pendant que Lutsenko essaie de creuser une avance. Alors, pas évident parce que on me dirait, oui, mais il n'a presque plus de barres, Lutsenko, etc. Il est en mesure d'en récupérer, hein. C'est pas trop ça le pire. Je suis pas trop pessimiste. Il y a juste une chose qui me rend un peu pessimiste, c'est la manière dont, à un moment donné, on a quand même une contre-offensive de certains coureurs du groupe de poursuivants. Voilà, donc Lutsenko repris. Et puis, il faut dire aussi que le -1 n'était pas non plus le truc le plus favorable au monde. Allez, on va tenter un petit coup ici avec Moscon pour essayer de voir si on pourrait pas se régler la victoire dans un petit groupe sur ce Grand Prix de Montréal. Oui, c'est peut-être faisable, regardez-moi ça. Il y a 6 hommes qui sortent, Dylan Teuns, Giulio Ciccone, Fuglsang. Malheureusement, on va être repris. Oui, mais il reste encore une difficulté. Il reste encore une difficulté et Moscon a encore des forces en réserve. Donc, on va essayer de sortir, regardez ici. On va essayer de sortir dans la dernière difficulté du jour. On va essayer de sortir et on va voir que 3 hommes vont être en mesure d'accompagner Gianni Moscon. Il s'agit de Giulio Ciccone, malheureux face à Lutsenko sur la Classica que je vous avais présentée récemment. Il s'agit de Fuglsang également, mais on est à nouveau repris. Donc au final, c'est assez ulcérant parce que on n'a pas de coup qui est réellement accompagné, joué par l'IA. Et donc on va devoir se la jouer au sprint. Allez Moscon, mon grand. Non, on est battu. Il n'y a pas grand chose à dire. C'était Dylan Teuns à qui il restait le maximum de force. On pourra s'en vouloir de terminer cette course pour Gianni Moscon avec encore un peu de barre. Ce qui prouve qu'on aurait pu lancer d'un petit peu plus loin. Et peut-être qu'on se serait imposé alors. Bon, avec les peut-être. En tout cas, c'est dommage parce que ça prive Moscon d'une victoire qui aurait été quand même plutôt prestigieuse. On peut pas dire qu'il y en a eu non plus un millier sur cette saison pour le coureur italien. Donc, vous voyez, voilà. Il termine pas très très loin. Quelques jours plus tard, bon là on fait un petit saut en avant, hein, c'est même une dizaine de jours. Hein. Il y aura les championnats du monde. Alors les championnats du monde se jouent en Afrique. C'est marrant, c'était avant l'annonce de 2025 là pour le Rwanda qu'on a entendu ces jours-ci. Mais ça se joue pas au Rwanda, ça se joue en Afrique du Sud. Ce sont des championnats du monde qui m'ont été mis relativement aléatoirement par le jeu. Ce sont des championnats du monde qui se disputent à Pretoria. Donc je ne connaissais pas ça. Je pense que c'est une création assez heureuse de la part des gens de la communauté qui s'occupent toujours de proposer des variants à tout un tas de joueurs, ce qui est très très généreux de leur part. Lutsenko peut-il nous réaliser un temps intéressant sur ce parcours? En tout cas, Moscon n'a pas réussi à l'emporter par rapport à Van Aert, puisque eux sont déjà arrivés à la fin, alors que Lutsenko n'est qu'à son intermédiaire.
L'intermédiaire est à 44 secondes. Il reste encore une dizaine de kilomètres après cet intermédiaire. Voici les 3, 4, 5 derniers. Lutsenko va essayer de donner le maximum. Il y a peut-être quelque chose à gagner parfois sur la toute fin. Non. On est pris et d'autres coureurs viendront même s'intercaler. Kragh Andersen, Alaphilippe, Kelderman, Jean Almeida, Tobias Foss, Primoz Roglic, etc. Ça reste tout de même honorable pour Moscon de faire 4e. Bon, c'est pas moi qui l'ai géré, c'est juste parce qu'il est sous pique en fait. Hein. Il est en grande forme, Gianni Moscon, à ce moment-là. Puis la course qui compte vraiment, toujours avec le Kazakhstan, c'est la course en ligne. Messieurs, là, je peux vous dire que je ne pars pas perdant. Je ne pars pas perdant du tout, puisque déjà j'ai Lutsenko sous pic de forme, avec objectif, plus 3 donc de prévisionnel. Évidemment, l'adversité, on la connaît et on s'en doute très bien. Hein. On voit toujours plus ou moins les mêmes gars en face. Hein. Alaphilippe, Van Aert, Marc Hirschi, etc., y compris les quelques coureurs de grand tour aussi qui sont bien présents. Bon, Pechek nous fait un petit coucou et se fait voir avec Caleb Ewan notamment des caméras en participant à l'échappée du jour. Échappée de 3 coureurs partis de très très loin et se feront avaler par des contre-attaquants. Enfin, avaler en partie, puisque Pechek est encore situé dans le groupe de reformé à l'aide des contre-attaquants. On a aperçu par exemple Pavel Sivakov pour l'équipe de Russie. Bon, écoutez, nous on se frise les moustaches. Il n'y a pas un gros écart. Il reste une 50aine de bornes. Et puis on va surtout essayer de voir de quelle façon est-ce qu'on peut utiliser les uns et les autres. Alors j'ai nommé nos Kazakhs bien-aimés Pronsky, Guidish. Bon, on pense que Fedorov, à ce moment-là, a un peu terminé son travail. Mais il reste quand même encore des opportunités à 15 bandes de la fin. Grosse difficulté. Allez, on roule. On roule avec Pronsky. Le groupe s'est bien réduit. Guidish sera l'homme chargé peut-être d'accélérer encore plus violemment dès que Pronsky aura terminé son travail. Alaphilippe attaque de loin. Attention à Alaphilippe. Très très dangereux de laisser partir Julien dans ces conditions. On va donc demander à Guidish de rouler, voilà, le cas échéant. C'est bon, c'est fait. Ouais, j'allais dire si les autres ne roulent pas en fait. Mais là en l'occurrence Alaphilippe s'est relevé parce qu'il a bien vu qu'il était repris par... en l'occurrence c'était le travail de Mohoric pour la Slovénie de Primoz Roglic. Allez, c'est parti. Guidish au pied de la dernière bosse. Et là, il ne faut pas se poser de questions. Hein. Aucune question. Guidish à fond. Et puis derrière, prendre la bonne roue. Hein. Ce sera peut-être Van Aert, ce sera peut-être Kwiatkowski, ce sera peut-être Alaphilippe. Quoi qu'il en soit, durcissement maximal de l'effort. On aperçoit Marc Hirschi, on aperçoit Wout Van Aert. Ouh là là, ça se tasse. Roglic également. Lutsenko tente son petit coup au sommet de la bosse. Marc Hirschi, sans lui avoir laissé un petit trou. Lutsenko, là, c'est à fond. On n'hésite pas. De toute façon, c'est en descente. Hein. Donc, on a encore largement les moyens de prolonger l'effort. Regardez, on va même pas forcément sprinter dans un premier temps, puisque cela suffit. Ouais, j'ai eu peur à toute fin, j'ai sprinté. Mais voilà, Lutsenko s'impose devant Van Aert, Alaphilippe, Roglic, Hirschi, Trentin. Alors c'est amusant parce que au-delà du fait de gagner ou pas, en fait, je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui avait fait que à un moment donné Hirschi ne reste pas dans la roue en fait de Lutsenko. Parce qu'il me semble qu'en fait Hirschi a largement les moyens d'accompagner Lutsenko. Du coup, voilà, je vous propose de regarder ça sous forme de petit ralenti, en fait. Hirschi
Oui, avec ses notes. Franchement, il a aucune raison de lâcher, quoi. Donc, ouais, en fait, c'est lui. Le fautif, c'est Marc Hirschi. Parce qu'en fait, lui, il a lâché la roue de Lutsenko. À mon avis, à un moment donné, il n'en pouvait plus. Roglic, du coup, s'est retrouvé légèrement piégé. Van Aert s'en aperçoit, se met à rouler. Se met à rouler tellement fort, d'ailleurs, qu'il va limite reprendre Lutsenko. Hein. Je pense que s'il y avait encore, je ne sais pas, encore 500 mètres, il reprenait Lutsenko très très facilement. Et voilà comment ce championnat du monde s'est dessiné. C'était à Pretoria, 260 km, parcours relativement vallonné, et l'arc-en-ciel sur les épaules de Lutsenko. Sans transition, Paris-Roubaix, oui, bah oui, parce que Paris-Roubaix, en cette saison 2022, dans la partie, a lieu le 3 octobre. Je l'avais déplacé pour essayer de coller un petit peu à la réalité, en fait. Et quelle n'est pas ma surprise de voir que Deceuninck Quick-Step va considérer Alaphilippe comme leader, que Tiesj Benoot, qui, je peux vous le dire, ça m'a fait mal au cœur, mais en même temps, on ne pouvait pas le recruter. Mais Tiesj Benoot a signé chez Jumbo-Visma pour la saison qui arrive. Il fait partie des favoris sur ce Paris-Roubaix, mais subrepticement, on l'a quand même aperçu. Quel est le favori quasiment numéro 1 de ce Paris-Roubaix? C'est Gianni Moscon. Pourquoi? Parce qu'en fait, de manière assez bizarroïde, l'IA n'a pas encore une fois vraiment ajusté ses start lists. On avait Van Aert 2 jours plus tôt, ou j'exagère, mais quelques jours plus tôt, on avait Van Aert sur le championnat du monde. Ne me dites pas qu'il était en mauvaise forme pour aller sur Paris-Roubaix quelques jours plus tard. Et l'argument est également valable pour tout un tas d'autres coureurs. Donc, une configuration un petit peu exceptionnelle pour une date qui ne l'est pas moins. Et une mission, dès lors, pour Gianni Moscon, essayer de décrocher la timbale sur une année où peut-être l'adversité est moins forte que ce qu'on aurait pu avoir. Je pense que cela va m'inciter tout de même à le remettre à sa vraie date, surtout que je pense que la parenthèse Roubaix en octobre a quand même certaines chances, même si je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est quand même certaines chances de ne plus tellement se reproduire à l'avenir. On sait tous à cause de quoi les choses se sont passées ainsi. Lutsenko est chargé, avec son joli maillot, de rouler pour le compte de son équipier fidèle italien. Il faut quand même dire que dans cette saison, Lutsenko doit quelque chose à Moscon. Hein. Avec tout ce que Moscon a fait pour Lutsenko, on peut dire par exemple que le Tour de France, il a été en grande partie acquis grâce à Gianni Moscon, puisque le travail de Moscon a été phénoménal. Il y a eu comme ça de nombreux moments où Moscon aura été le lieutenant parfait d'Alexei Lutsenko. Attention, ça attaque. Mais encore une fois, pas forcément très très inquiet. Il y a encore une trentaine de bornes. Personne ne se détache réellement, à part, oui, incroyable. Alaphilippe se fait un petit kiff, en fait. Il est tout seul en tête de Paris-Roubaix avec, regardez, on est presque à la minute, hein. Presque à la minute. Moi, j'essaie de contrôler, en fait, à ce moment-là. Je me dis, ça m'étonnerait, avec la difficulté des secteurs pavés qui arrivent, et notamment, oui, les enchaînements Canfin en Pével, Carrefour de l'Arbre, ça m'étonnerait que Julien soit impossible à reprendre. La preuve, Moscon, au moment où il accélère, dans Canfin en Pével, a repris Alaphilippe assez facilement. Et derrière, écoutez, on va attaquer. On va essayer de porter les stockades ici, dans le Carrefour de l'Arbre. Après tout, sortir dans le Carrefour de l'Arbre, c'est mythique sur Paris-Roubaix. On va donc tenter ce truc-là. Gianni Moscon roule très très fort. Il a désormais une trentaine de secondes d'avance sur des poursuivants nommés Benoot, nommés Turgis, un client, hein, nommé Bettiol. On a Gianni Vermeersch, qui n'est peut-être pas ridicule, lui roule pour le compte d'un équipier. Ce qui fait que finalement, on est amené à gérer notre avance. Et je peux vous dire que j'ai fait dans mon froc, parce que Moscon est en train de craquer. Hein. Il est en train de craquer, Gianni Moscon.
on est peut-être parti d'un petit peu trop loin, on a été un petit peu gourmand en fait sur ce coup-là. Derrière, Benoît et Claes essayent de s'arranger pour reprendre l'italien qu'ils ne reverront jamais en fait. Et c'est en solitaire que Gianni Moscon s'impose devant Tish Benoît dans le Vélodrome. Voilà, ce podium est collector. Il n'y a absolument rien de réaliste dans ce qu'on vient de voir, mais pour autant, c'est un des moments que je retiendrai, la victoire en solitaire sur le Vélodrome pour Gianni Moscon. Faut pas trop regarder le top 10 parce que ça pique un peu les yeux en fait. Mais oui, ben voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, dirons-nous. Passons à la suite. Je vous avais annoncé 2 objectifs encore qui étaient sur Milan-Turin. Déjà, Moscon, 4 jours après Roubaix, on a bien vu, ne se sent pas bien. Et comme je compte sur lui pour le Tour de Lombardie, il est exempté de Milan-Turin au dernier moment. Je change ma start list, tant pis. J'ai pris le risque de ne pas l'emmener. Après tout, on nous demande seulement un top 10 sur Milan-Turin. On connaît en plus la config du truc. Hein, c'est une difficulté finale qui n'est absolument pas inaccessible à Alexei Lutsenko. Surtout avec un Tchernetsky. Regardez, on a ramené notre un de nos héros, hein. Moi j'ai beaucoup aimé la contribution de Tchernetsky sur la Vuelta que je vous ai proposé à l'épisode précédent. J'avais trouvé du très bon Tchernetsky, évidemment Nekrasov aussi, mais donc il est de la partie. Lui, Biryukov, Gogol, Kovi vont être un petit peu responsables de mettre dans les meilleures conditions possibles Alexei Lutsenko au moment d'attaquer. Allez, c'est parti. La montée finale. Il faut juste se positionner, ne pas se brûler et ne pas s'exciter non plus si on se fait doubler par des gens qui sont beaucoup plus forts. Ici, Marc Hirschi, en l'occurrence, qui paraît être bien au-dessus. Donc, l'objectif, c'est le top 10. Oh là 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 là, qui est-ce qui sort là? Qui est-ce qui est en train de sortir? Julien Alaphilippe, tiens. Julien Alaphilippe qui sort. Vous voyez, il a perdu donc entre-temps son maillot de champion d'Europe qu'il arborait en début d'épisode. Hein. Biryukov, très très solide, aura fait du très bon boulot pour Alexei Lutsenko. On est à 2 km de la ligne d'arrivée du moulin. Pogačar, Hirschi, Alaphilippe. Allez, accélération ici de Tadej Pogačar. Qui est-ce qui suit le Astana juste à côté? Ce serait pas un petit Vlasov? Ouais. Avec Roglic. Bref, vous l'avez compris. Un gros casting pour ce Milan-Turin. Victoire de Tadej Pogačar devant. Alors, Roglic ou Vlasov? En tout cas, waouh. Pogačar, Roglic, Vlasov, Lutsenko. 4 mecs des pays de l'Est. Aux 4 premières places. Incroyable top 4 sur ce Milan-Torino. Après, c'est pas totalement délirant hein, sur des circonstances de course comme ça. Mais bon. Voilà, j'étais assez impressionné par ce quatuor. Et on est à quelques jours du Tour de Lombardie, bien sûr. Alors, il s'agit évidemment du dernier objectif de la saison. L'équipe que j'aligne, vous voyez, comprend à nouveau Gianni Moscon qui a récupéré. Entre-temps, il est en toute fin de pic de forme. Il aura duré une vingtaine de jours, son pic, alors que Lutsenko, qui avait déclenché un tout petit peu après, est encore largement sous pic. Pogačar, Alaphilippe, Bernal, Vlasov, Roglic. Il y a pas mal de participants d'envergure à ce Tour de Lombardie. On va voir un petit peu de quelle façon est-ce qu'on peut s'en sortir. Vous voyez que j'ai un tout petit peu remodelé l'équipe. J'ai emmené Tchernetsky en cette fin de saison. En revanche, après les 6 autres, c'est exactement des coureurs qu'on a pu voir de ci, de là dans les différentes courses que je propose dans cet épisode 10.
Mais Czarnecki, voilà, était un de ceux qui avait le mieux récupéré de la Vuelta. Donc quelques semaines plus tard, j'ai pu comme ça de nouveau l'aligner. Et c'est vrai que il peut représenter une plus-value par rapport à... C'est qui nous manque là du coup? C'est Chalounov? Non. Bah si c'est pas Chalounov, ça veut dire que c'est son compère. J'ai plus le nom en tête. Voilà. Donc, c'est parti. Ghizalo. Tiens, c'est marrant, on est sur là un tracé qui... on a vu il y a quelques jours, hein, vous êtes sûrement nombreux à l'avoir vu, ne sera pas celui du Tour de Lombardie 2021. Puisque apparemment, Sormano et surtout sa descente ont peut-être, je sais pas, été volontairement évités par les organisateurs suite au drame qu'on connaît de l'an dernier avec cette chute de Remco. Je ne sais pas si c'est directement lié ou s'ils n'ont pas tout simplement voulu apporter un peu de variation dans leur tracé. En tout cas, on peut s'attendre dans quelques jours maintenant à une course phénoménale. De toute façon, moi, je suis toujours un énorme fan du Tour de Lombardie. Allez, c'est parti. La Colma di Sormano. J'aime beaucoup ce variant. On va partir à gauche au lieu de repiquer dans la montagne vers la droite par rapport à un variant plus classique qu'on a pu jouer tous un certain nombre de fois. Regardez. Et à un moment donné, voilà, où on va prendre cette route relativement sinueuse. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer, tout simplement? Bien écoutez, ça va continuer après un petit peu, voilà, sur la gauche. Voilà. Et là, on va être à flanc de montagne, juste après. On va être à flanc de montagne. Voilà, c'est ça. C'est le moment que j'attendais. À gauche, voilà. Flanc de montagne sur la partie gauche, qui ressemble beaucoup plus à la réalité de ce passage du mur de Sormano que l'autre variant qui existe et qui est beaucoup plus classique et qu'on a tous joué un certain nombre de fois, qui passe plus par la droite. En fait, Roglic, Higuita, attention à Pogačar également, Jack Haig, Schachmann, Yates. Il y a un certain nombre d'hommes qui résistent encore dans cette ascension. On n'est pas loin du relais là. Hein. On n'est pas loin finalement de sortir. Oui, on sort à deux et on sort indemne de ce mur de Sormano. Je vous avoue qu'il n'était pas du tout dans mon intérêt de durcir la course à cet endroit-là. Si j'étais avec d'autres types de coureurs, j'aurais pu vouloir le tenter, mais là, il n'y avait pas du tout lieu de durcir cette course. Ici, la descente, on est toujours un petit peu vigilant, même si Moscon et Lutsenko sont de bons descendeurs, hein, donc ça pose pas de soucis. Surtout, je dirais Lutsenko peut-être encore un petit peu plus. Toujours est-il qu'on est là maintenant sur la période de transition avant le Civiglio. C'est parti pour le Civiglio. Alors on s'attend à ce qu'il y ait des offensives. Regardez, voilà, c'est parti. Julian qui y va. Alaphilippe va-t-il prendre la poudre d'escampette? Eh bien, Marc Hirschi qui roule pour le compte de Tadej Pogačar. Moi, je suis en effort curseur assez raisonnable. Tiens, Vlasov également en grande forme. Hein. Sur cette fin de saison, on l'avait vu 3 jours plus tôt. Ah, ça y est, accélération notable d'un UAE. Alors, est-ce que c'est Pogačar ou est-ce que c'est Hirschi? Je crois que c'est Pogačar. Toujours est-il que on continue, effort curseur, on ne s'affole pas. Moscon rend les armes. Hein. Lutsenko tente un petit rapproché avec l'homme à l'avant. Et que va-t-il se passer? Il y a un groupe que... Alors oui, le seul reproche, c'est cette surabondance d'arbres et de... Finalement... Oui, mais en même temps, ils sont là, ils existent. Et de maisons qui empêchent un petit peu une très bonne visibilité à ce stade-là. Mais sinon, génial ce variant. Hein. Franchement, il est trop agréable à jouer. Pogačar, un petit peu plus tard, c'était bien lui, est repris. Et tout ce petit monde va s'expliquer
sur San Fermo della Battaglia. Et donc, c'est parti. Allez, Lutsenko en mode « Je suis protégé par Moscon ». On va regarder un petit peu qui souhaite y aller. Pogačar, ça contre-attaque ici. Astana, il y a Higuita aussi qui est dans le coup, là, c'est certain. C'est Vlasov, Alaphilippe, Higuita. Lutsenko se porte à l'avant. Oh là là, l'accélération de Julien Alaphilippe qui pourrait faire mouche. Et c'est là qu'on va essayer de tout donner. J'ai ralenti un petit peu. Voilà. La petite attaque d'Alexei Lutsenko, le champion du monde, a essayé de surprendre tout son monde. Va rapidement prendre une petite avance. Et quand il reste 4 km de descente, avec un petit peu de plat à la fin, plus personne ne reprend ce Alexei Lutsenko là, qui va ainsi s'imposer en solitaire sur le Tour de Lombardie. Voilà, donc Lutsenko est en train de boucler là une saison en tout point exceptionnelle. Je pense qu'il y a personne au monde qui rêve d'avoir une saison aussi parfaite que Lutsenko sur cette année 2022, avec quelques classiques importantes, un Tour de France et un maillot arc-en-ciel. Je dirais que on n'est pas malheureux et vive la fiction. Voilà, Alaphilippe fait 2, Bernal fait 3. Ouais, on peut dire que c'était quand même une course où on est passé juste au moment où il y avait une opportunité, c'est-à-dire le moment où comme ça on reprend Julien Alaphilippe, on le contre, et derrière, on connaît le scénario. Les objectifs du sponsor sont donc atteints. Je pense qu'il va falloir que le sponsor se montre un petit peu plus exigeant l'année suivante. Peut-être changer une partie des top 10 en top 5, demander, et réclamer des choses peut-être un petit peu plus difficiles que victoire d'étape sur les grands tours. On verra un petit peu si le jeu m'adapte ça de manière propre. Nous sommes, vous voyez, le 10 octobre, on est juste après le Tour de Lombardie. Les caisses sont remplies. Les victoires ont été finalement pas si nombreuses. Il y en a quoi ? Il y en a 25 en tout dans la saison. C'est pas non plus énorme. Hein. Et on va aller voter un petit peu, chose que j'aime bien faire, aller voter pour le coureur de l'année. Je pense que là, la question ne se pose pas vraiment. Au final, Liège-Bastogne-Liège restera un regret. Ce sera un regret en fait de cette saison. Il y en a pas beaucoup des regrets, hein, mais Liège-Bastogne-Liège en est un. Donc ça pourrait être un réel objectif majeur de la saison suivante pour Alexei Lutsenko. Et puis derrière Lutsenko, je trouvais que c'était un peu difficile de faire un choix, même si Tom Dumoulin s'impose. Hein, il y a quand même le Giro et la Vuelta. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel aussi. En tout cas, pour moi, Tour de France plus classique et maillot de champion du monde l'emporte sur doublé Giro-Vuelta. Hein. Même si c'est magnifique de faire le doublé. Et derrière, c'était bien difficile de trouver un vote de numéro 3, de numéro 4 et de numéro 5. Donc j'ai été sur, par exemple, Pogačar, Alaphilippe, Van Aert pour compléter le top 5. Quelques temps plus tard, c'est le fameux 25 octobre. Hein, c'est le moment où vous avez finalement le nouveau budget qui est entériné pour la saison suivante, où vous avez les nouvelles recrues qui viennent comme ça s'ajouter à votre effectif. Et puis voilà, c'est l'occasion de vous les montrer. Voilà, c'était Rikunov, le nom que je cherchais tout à l'heure. De montrer tout cela, donc, avec Walter, Péchek, Tiberi, et après les petits jeunes comme Rodionov, comme Tadic, comme Klimek, Novikov, Kostin, Vinkovic, etc. Voilà, autant de noms totalement improbables, mais qui vont être les
les fers de lance de cette équipe sur la saison qui suit. Voilà. On est donc à forte connotation pays de l'Est, c'est bien légitime, avec quand même une petite colonie italienne. On ajuste un peu nos entraînements. On se méfie du côté financier parce que ça pourrait vite chuter. Il va falloir quand même gagner quelques courses par-ci par-là hein, pour survivre encore une année. Et vous voyez ici le bilan général de l'année. C'est un tableau qui est très 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 chargé. Un screen que j'ai pris sur évidemment PCM Career Explorer avec Lutsenko qui sera effectivement le coureur de l'année et tout de même tout un tas de choses à observer qui étaient assez marquantes. Donc j'ai adoré cette saison. Il va falloir essayer de se battre pour en faire une jolie l'année qui suit. Bye bye.